même temps, c'est mon père, c'est ce qu'il a fait. Je peux pas l'effacer, ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il a hérité d'un nom et d'une histoire familiale lourde à porter. Son père et ses oncles, le clan Zemmour, ont été les grands caïds de la pègre avant d'être tués. Michael Zemmour, dit Zem de son nom de scène, avait bouleversé tous ceux qui participaient à cette émission ce jour de 2005 quand il racontait sa vie d'enfant et d'adulte sauvé par la musique. Abonnez-vous, c'est gratuit, commentez et partagez les vidéos. Alors je voudrais tout de suite vous demander si votre héritage, votre nom sont pour vous un cadeau ou un fardeau. Philippine de Rothschild, baronne Philippine de Rothschild. Alors je vous appelle comment? Ah bah vous m'appelez Philippine, écoutez, en tout cas, je vois pas comment vous pourriez m'appeler autrement. Non, non, la baronne, c'est oui, la baronne, on en parlera après de la baronne. Fardeau et cadeau, les deux? Oui. Les deux, mon colonel. Comme... Très bien, alors quand cadeau et quand fardeau? Cadeau parce que ça facilite beaucoup de choses, faut pas dire le contraire, c'est comme l'argent ça facilite, faut pas dire que ça facilite pas parce que ça facilite beaucoup. Fardeau parce que c'est quelquefois quand même un petit peu lourd. Si on veut faire quelque chose dans la vie, ça dépend ce qu'on veut faire dans la vie, ça dépend complètement de qui on est, de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Zem. Alors, Zem, nom de scène, puisque vous êtes musicien, et vous portez, vous, le nom d'un des derniers grands caïds de la pègre et qui régnait sur le milieu de Paris, donc Edgar Zemmour. Difficile? Oui, je pense qu'il y a les deux, un peu comme tout le monde disait, c'est difficile. Et c'est vrai que je remercie un peu la vie de m'avoir donné ce don de pouvoir m'exprimer à travers la musique comme ça, parce que je pense que ça aurait été difficile pour moi autrement, je pense. Je vois Philippine très étonnée, qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Je le trouve beau. Je le trouve beau. Vrai? On va se revoir après l'émission. Une idylle est née. Vous êtes déjà en main, écoutez, Philippine. Oui, je vais très bien. Avant que vous ne témoigniez, pour qu'on comprenne ce que vous avez vécu, ce que représentait le clan des Zemmour dans ces années-là, je vous propose de regarder ce reportage pendant que Anne Goscinny nous rejoint. On regarde. Mars 1975, la France entière assiste stupéfaite aux obsèques spectaculaires de William Zemmour. Depuis près de 20 ans, lui et 3 de ses frères règnent sur le racket, la prostitution et les cercles de jeux parisiens. Ils forment le clan Zemmour et ont déjà laissé plus de 30 morts sur leur passage. Entre 1960 et 1975, les affaires de Théodore, William, Gilbert et Edgar Zemmour prospèrent. On parle d'1 demi-milliard d'anciens francs chaque mois. Il faut dire que les Zemmour ont toujours un temps d'avance sur la police. Ils ont été dans les premiers à faire dans le moderne, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, très rapidement, on ne peut plus savoir quel est l'argent sale de l'argent propre. Voilà. Et on réinvestit, on réinvestit, on réinvestit. Et au bout d'un moment... plus personne ne peut prendre les livres de compte et dire ça vient de la prostitution, ça vient de la drogue, ça vient des jeux clandestins, etc. Blanchiment d'argent, preuves insuffisantes concernant les meurtres, loi du silence, ceux que l'on surnomme les aides sont intouchables. Pour le commissaire Leclerc, c'en est trop, il veut les interpeller. Il va saisir l'occasion d'un rendez-vous entre les Zemmour et une bande rivale dans un café pour intervenir. Nous sommes le 28 février 1975 sur le boulevard Saint-Germain, à Paris. Le renseignement d'origine nous indiquait que la rencontre entre les deux bandes de truands devait avoir lieu au café Gély-Bon Tabac, qui se trouve de l'autre côté du boulevard. Alors, moi, je devais intervenir dans ce café avec un groupe d'inspecteurs et Robert Broussard devait intervenir, lui, au Télème, puisqu'on avait remarqué que c'est là que les frères Zemmour s'étaient réunis pour observer le café d'en face. L'interpellation tourne mal, une fusillade éclate. William Zemmour est tué, Edgar, bien que blessé par 5 balles dans le dos, survit. Si pour la police, l'opération est un échec, pour les 3 frères encore en vie, c'est également un coup dur. Théodore se range des affaires, Gilbert s'exile au Canada, Edgar en Floride. Malgré les évidences, la police reste impuissante. Ce sont donc 39 assassinats au total qui jalonnent la carrière de la famille Zemmour. 39 assassinats sans aucune arrestation. C'est quand même une sacrée gifle pour l'autorité policière.
à laquelle j'appartenais. Durant 8 ans, l'ancien chef de la brigade de répression du banditisme entend peu parler de Gilbert et Edgar Zemmour, jusqu'en avril 1983, à Miami. Edgar rentre à la maison, il met son colt dans sa table de nuit, puis d'un seul coup éclate 4 coups de feu, tirés à travers la fenêtre. Une fenêtre dont les volets, par hasard, étaient ouverts alors qu'ils sont toujours d'habitude fermés. Edgar est mort. Edgar, puis Gilbert, 3 mois plus tard, sont assassinés. On ne connaîtra jamais les coupables. C'est la fin du clan Zemmour. Quand son père Edgar est tué en 1983 à Miami, Michael, alias Zem, a 12 ans. Délaissé par une mère alcoolique, il sombre peu à peu dans la drogue et va être incarcéré durant 6 ans aux États-Unis pour une trentaine de cambriolages. Zem est mal parti, mais la musique va le sauver. Quand il a eu un séjour d'incarcération, il a fait des rencontres à l'intérieur de cette prison et il a créé un orchestre. Et je pense que c'était sa voix, quoi. Il a trouvé sa voix. Comme dit le proverbe, dans chaque chose mauvaise, il peut naître quelque chose de bien. D'essayer de gagner de l'argent, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. D'essayer de suivre les pas de mon père, c'était pas quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Je pense honnêtement, c'était pas, je ne me voyais pas partir sur ce chemin-là. J'étais complètement perdu. Et la seule chose qui me donnait l'impression d'avoir un sens, c'était quand je faisais de la musique. Et pour repartir de zéro, Zem revient s'installer en France en 1997. La musique et la scène lui permettent d'exorciser son passé tumultueux. Son premier album, sorti il y a 6 mois, a été plébiscité par la critique et ses concerts attirent un public de plus en plus nombreux. Le meilleur moyen de s'évader pour le fils d'un parrain. Ce qui m'impressionne le plus par rapport à son histoire, c'est comment il s'en est sorti. Il a un frère et une sœur. Je crois pas que ce soit la vie soit aussi agréable pour eux. Et je sais que la vie commence à être agréable pour lui. Donc ça m'impressionne énormément. Il a subi des épreuves très très dures. Hein. Il a vu son père se faire tuer. Ça, je pense que ça marque à vie, quoi. Mais par la musique, il y arrivera. Il est costaud. Voilà, Zem, donner une autre réputation à votre nom. On sent à quel point c'est émouvant, difficile aussi de revoir toutes ces images, j'imagine, pour vous. Ouais. Pas facile, hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de revoir l'histoire de votre père? Est-ce que c'est votre propre histoire et tout le parcours que vous avez fait? Pourquoi c'est important justement aujourd'hui, autant d'années après, de dire ben voilà, je suis le fils d'Edgar Zemmour, j'ai la tête haute et je tiens à ne pas renier mon passé, mais à dire ce qu'a été mon passé? Je pense que c'est important parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens comme moi, en fait. Peu importe d'où on vient, ou ce qu'on a vécu, ou ce qu'on a subi, c'est pas une raison pour laisser ça prendre le dessus sur le reste de sa vie. Vous parlez du passé, voilà. Du poids de la famille. Voilà. Je pense que c'est important de se battre, comme j'entends les gens se battre d'autres façons. Pour leur rêve. Voilà, pour leur rêve, ou juste par... pour exister, aussi pour l'honneur des choses. Je pense que l'honneur des choses est vachement important. Vous aviez 11 ans quand votre père a été tué dans ce règlement de compte. On ne sait pas très bien qui l'a tué à son tour. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Est-ce que vous avez compris? Et d'ailleurs, à quel moment vous avez réalisé que votre père était l'un des parrains de la pègre? À travers les journaux, en fait. Voilà comment je l'ai appris. Je savais pas ce que mon père faisait quand j'étais enfant. Vous viviez, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, hein, dans une grande villa, c'est ça, à Miami, avec beaucoup de gens autour de vous, hein, dans une grande opulence, évidemment. On avait tout, voilà, j'habitais dans une grande maison, dans un très beau quartier. Voilà, j'avais une piscine, on habitait sur l'eau, j'avais des motos, j'allais à l'école avec d'autres enfants
tout paraissait assez normal. Et pour les autres enfants aux États-Unis, de toute façon, on ne connaissait pas votre père. Donc non, c'était. Non. Ah, vous étiez quelqu'un simplement de riche. Et assez étonné que tout le monde dise oui tout le temps à votre père, j'allais dire ne résiste à votre père. Il avait une espèce de pouvoir aussi de séduction avec les gens. Quand je pense à mon père, je me rappelle de 3 ou 4 occasions. C'est tout. Ouais. Mais c'est... Laquelle, Zem, si vous en aviez une plus importante que l'autre? Il savait que j'aimais pas dormir dans le noir tout seul. Alors des fois, il restait avec moi jusqu'à ce que je m'endormais. Voilà. Vous avez grandi quand même assez dans la peur, dans la crainte, parce qu'il y avait quand même une assez grande violence, non, dans la famille? Il y avait une très grande violence dans la famille. Votre père était violent. Il était très violent avec votre mère, et qui d'ailleurs, elle, est partie, hein, je crois, 1 an avant le décès de votre père. C'est-à-dire que vous avez perdu d'abord votre maman, vous aviez 10 ans, enfin, elle est partie, et à 11 ans, 1 an après, votre père a été tué, c'est ça? J'ai perdu mon père en 83. Ensuite, j'ai été hébergé par mon oncle Gilbert, et 3 mois plus tard, lui a été assassiné. À son tour. Ah oui, c'est ça. Et ma mère restait en vie jusqu'en 96 et est morte d'un, je pense, une complication due à l'alcool. Mais je veux dire, elle avait quitté votre père, vous ne la voyez. Elle avait quitté mon père avant sa mort. Ouais. Voilà, vous ne l'avez pratiquement pas revu, votre mère. Non. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand vous avez eu 11 ans et que vous êtes vous êtes rendu compte de qui était votre père? C'est de comprendre justement qu'il avait tué, qu'il avait du sang sur les mains, ou d'avoir perdu votre père dans ces conditions-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, dans la tête d'un enfant, les deux, c'est compliqué quand même. Je pense que c'est trop compliqué à 11 ans. Pour se poser les bonnes questions. Je pense qu'à 11 ans, ce genre d'expérience est trop violente et donc par instinct de protection et de survie, on s'éteint. On s'éteint, ouais. C'est ça que vous dites? Ouais. Vous êtes éteint, vous? Ouais. Je pense que la drogue a été une espèce de antidouleur pendant des années qui m'a sûrement sauvé la vie, je pense. Parce que je sais que c'est un peu compliqué. Oui, paradoxalement, je pense que je me suis auto-prescrit des drogues à forte dose pour ne pas ressentir les choses parce que c'était incompréhensible. Est-ce que vous lui en avez voulu? Et est-ce que vous lui en voulez à votre père de vous avoir finalement légué cette histoire familiale trop lourde à porter? Est-ce que vous lui en voulez ou est-ce que vous l'aimez? J'aime mon père. Ça, c'est sûr. Vous ne l'avez jamais détesté, Zem? Est-ce que j'ai de la colère envers mon père? Oui, je pense que j'ai le droit d'en avoir, mais c'est très compliqué parce que je me dis comment est-ce que je puisse oser être en colère après mon père quand quelqu'un l'a tué? J'ai l'impression qu'on l'a puni, donc je ne vais pas en rajouter. Mais je n'oserais jamais le juger non plus. Mais vous condamnez ses actes quand même? Je ne connais pas la raison de ces actes. Donc c'est difficile pour moi de condamner les actes de mon père. J'ai jamais vu ou entendu dire que mon père a tué des gens complètement innocents. En même temps, c'est très difficile pour moi. C'est pas une raison quand même. Ça, ce n'est pas une raison. Je dis pas que non. Je dis pas que c'est une raison. Mais j'entends l'amour du fils par rapport à son père, ce qui est normal. En même temps, c'est mon père, c'est ce qu'il a fait. Je peux pas l'effacer ça. Vous pouvez pas nier ça. Non. Il faut vivre avec. Voilà. Et je n'ai pas à subir les conséquences de mon père. Aussi. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Voilà, ça c'est très important parce que je sais que... Vous les subissez? Oui. Toute cette histoire, toute cette violence, toute cette... c'est une masse d'énergie en fait. J'ai l'impression que c'est juste une masse d'énergie, c'est un tout plein d'émotions, c'est trop de quelque chose, que ce soit bien ou que ce soit mauvais. C'est pour ça que ça part dans la musique. C'est trop de quelque chose et j'avais besoin de le transformer. Et je pouvais le transformer de 2 façons, en bien ou en mal. Et au début, c'était très confus. J'ai eu beaucoup de mal à assumer la musique dans ma vie parce que pour moi, la musique, c'était le contraire opposé de tout ce que j'avais été
appris à croire, d'être un homme, d'être fort, d'être dur, d'être toutes ces choses-là. C'est ça qu'on vous a inculqué, vous? Ben, j'étais entouré de ça. Ouais. Même si c'est pas ce qu'on m'a dit avec les mots, c'est ce qu'on m'a montré. Donc, pour moi, de me mettre dans un coin et de chanter des chansons avec une guitare, ça voulait rien dire. Et en même temps, c'était sûrement la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Voilà, c'est ça. Oui, de toute façon, ce dont vous parlez tout le temps, Zem, c'est de cet amour que vous n'avez pas pu d'ailleurs partager, vous dire. C'est toujours à ça. Hein. Vous revenez toujours à ce point-là, qui est le point essentiel. J'ai vraiment l'impression que la musique, c'est la seule chose dont j'ai pas peur. C'est le seul sujet où je peux dire le mot j'aime, par exemple. Je peux dire j'aime la musique. En ce qui concerne quelqu'un qui est proche de moi ou quelqu'un que je connais depuis longtemps, je ne peux pas regarder quelqu'un en face et leur dire je t'aime. J'arrive pas. Et j'arrive pas à laisser quelqu'un le faire non plus. Je baisse le regard, mais ce besoin, je le retrouve avec la musique. Et heureusement. C'est dans l'une de vos chansons, dans votre album, qui s'appelle tout simplement Zem, vous dites à votre père « Je te pardonne maintenant que tu es mort ». Et d'ailleurs, vous dites, mais ce n'est pas dans le disque, que vous voudriez tenir dans le creux de sa main et que vous auriez envie de lui dire que vous l'aimez. Ouais. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Edgar, en fait. Et dans cette chanson, j'ai pu dire toutes les choses que j'ai pas eu le temps de lui dire. Et à la fin de cette chanson, je dis juste que j'aurais bien voulu me retrouver dans le creux de sa main parce que ça a toujours été quelqu'un de tellement énorme pour moi, mon père, pour le regarder et lui dire que je l'aimais. Frédéric Mitterrand. Moi, je suis comme tout le monde, je suis totalement bouleversé parce que on est tous bouleversés. Comment vous réagissez au parcours de Zem qui finalement, à un moment donné, est parti dans l'autodestruction pratiquement, avant de renaître Il a tout expliqué. Il a tout expliqué. Il a tout expliqué et je voudrais juste... Il y a juste deux choses, mais j'ai vraiment un peu honte de parler après lui. Enfin, bon, humblement et modestement, Zem. Il y a des choses justes. Et ce que fait Zem est juste. Et certainement que l'enfant qui avait du mal à s'endormir le soir et auprès de qui son père restait savait déjà ce qui était juste. Pas le bien, pas le mal. Les enfants se doutent de tout. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est quand même la terrible solitude dans laquelle il a dû vivre, qui, moi, m'émeut profondément. Et le fait que, bien qu'ayant vécu dans cette solitude épouvantable, il a quand même eu la force de se construire. Bon, je voudrais rien rajouter, parce que tout ce qu'on peut dire, c'est rien à côté de ce qu'il vient, au fond, de nous apprendre. Et moi, j'ai 57 ans, je me réjouis d'avoir l'occasion d'apprendre des choses tous les jours, mais au fond, je n'en apprends plus beaucoup. Et là, j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose qui va me servir. Donc, Zem, vous m'avez servi à quelque chose. Et je crois qu'à tout le monde, ce soir, et aux gens qui nous regardent aussi, il y aura ce sentiment. Je le dis du fond du cœur. Anne Goscinny, donc vous nous avez rejoint pendant le reportage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, Zem ? Je suis terriblement touchée, mais j'ai du rimel, alors je fais beaucoup d'efforts pour ne pas pleurer, parce que ça fait des traits noirs. Je suis dans le même état que Frédéric, je pense. Je suis assez bouleversée. Un père qui meurt quand il a 11 ans, le mien est mort quand j'avais 9 ans, dans des circonstances qui sont absolument incomparables. Quand il explique, quand vous expliquez que non seulement vous ne le reniez pas, mais vous le portez en vous et vous l'aimez, et ça devient presque un père-enfant. Enfin, je suis... voilà. Philippine.
Vous vouliez dire quelque chose, Philippine de Rothschild? Je ne savais pas qu'on avait perdu nos parents. Enfin, moi, ma mère et votre père dans des circonstances tout à fait différentes, mais tout aussi violentes. Et au même âge. Dans les deux cas. J'avais aussi 10 ans. C'est tout. Et que je trouvais que j'avais eu raison de dire que j'avais eu de la chance. Tout à l'heure. Voilà. Et que je trouve que finalement, tous ici, on a eu de la chance. Pas lui, tout à fait. Ouais. Zem, il vous est arrivé dans votre parcours d'avoir envie de changer de nom? Non. Jamais? Non. Jean-Louis Bocarno? Dans ce cas-là, on a vu des Nobel Peace, des Landru autrefois, qui demandaient à changer de nom. Enfin, en tout cas, que... les enfants, la famille, j'imagine. Oui, est-ce que d'ailleurs c'est beaucoup... Les enfants Landru ont demandé à changer de nom. Ils se sont appelés autrement. Mais ça n'est pas pareil, on n'est pas dans la même société. Et on a le droit de changer de nom? Oui, dans ces cas-là, on peut changer de nom, soit que l'on estime porter un nom ridicule, gênant, lourd, défavorisant, soit un nom que l'on appelle déshonoré ou qui a laissé une mauvaise image auprès de l'opinion. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.